Management et terrorisme au pluriel. Alain Bauer, bonjour. Bonjour. Alain Bauer, professeur de criminologie au CNAM, Conservatoire national des arts et métiers, au Collège de justice criminelle New York et à l'université de Fudan, Shanghai. Terrorisme. Et antiterrorisme, j'aurais dû dire. Antiterrorisme au singulier et terrorisme au pluriel. Voilà, compliqué depuis les attentats de Charlie. Enfin, on a l'impression que c'est neuf, en fait c'est ancien. Voilà. Alors, mais il y a un degré de nouveauté quand même. Ce qui est intéressant, c'est que terrorisme appartient au mot valise, comme violence urbaine ou radicalisation, qui n'ont aucun sens et sur lesquels personne n'a jamais réussi à se mettre d'accord depuis toujours. Il a fallu 2000 ans pour qu'on se mette d'accord sur ce que c'était que le crime organisé à la Convention de Palerme. Terrorisme, on n'y est pas. J'ai fait un petit dallos avec toutes les entrées possibles du mot terroriste dans les législations. Et j'en ai à peu près, 200. Je pense qu'il y en a une ou deux par semaine. Et en fait, on a un vrai problème, c'est qu'on ne sait pas le définir. Pas plus le code pénal français que n'importe qui d'autre, puisqu'il n'y a rien qui ressemble plus à un terroriste qu'un résistant. Et toujours le terroriste de quelqu'un d'autre. Parce que le terroriste a toujours une explication qui justifie son acte. Et la victime a toujours un rejet qui est parce qu'elle ne comprend pas cette explication. Prenons des exemples assez simples. Vous prenez le théâtre politico-militaire au Pays Basque espagnol. Le théâtre politico-militaire réprimé, emprisonné, garrotté par le dictateur Franco, qui est connu comme un dictateur qui a renversé une démocratie républicaine, décide un beau matin de commettre un attentat. Il commet un attentat contre son premier ministre, l'amiral Carrero Blanco. La voiture du Premier ministre Carrero Blanco explose sur une avenue. La voiture se retrouve au 6e étage d'un immeuble. Il y a quelques victimes collatérales. Tous les démocrates et les républicains du monde applaudissent à tout rompre. C'est un coup formidable contre le méchant Premier ministre du méchant dictateur. La même ETA avec la même bombe fait péter une caserne de la garde civile au Pays Basque après le retour de la démocratie et la monarchie parlementaire. L'enthousiasme est nettement plus modéré. Certes, c'est le Pays Basque, certes, c'est une force d'occupation, la garde civile, mais il y a des élections, le Parti national basque est en situation de les gagner. Pourquoi faire péter des bombes ? Dit-on au mouvement de libération nationale ETA, qui se considère comme cela et qui pense que la démocratie dans l'autonomie, c'est pas suffisant. La même ETA, avec la même bombe, fait péter un supermarché à Barcelone. La réprobation est générale. Qu'est-ce qui est terroriste ? L'ETA, ça dépend. La bombe, c'est toujours la même. La cible. Si c'est la cible qui fait le terroriste, ça change tout. Car en la matière, ce qu'on découvre, c'est que la problématique terroriste, c'est bien choisir sa cible eu égard à une revendication qui peut être systématiquement la même. Alors, c'est facile quand on parle de l'ETA, c'est facile quand on parle de l'IRA. Ça devient légèrement touchy quand on est en Israël en train de parler des mouvements palestiniens. Parce que tout est terroriste dès lors qu'on s'attaque à l'État central d'Israël au nom de son droit à. Et vous avez ça dans tous les pays, ce n'est pas un sujet israélien-palestinien. Donc il est très difficile de faire admettre que la définition ne se fait pas par la signature ou le moyen, mais par la cible qui a été déterminée. Et donc la question du terrorisme a toujours été compliquée à traiter parce qu'en France, d'abord la question a été coloniale, le FLN était terroriste, mais l'OAS aussi. Sur le même sujet à l'envers. Et ainsi de suite, l'ARB, le FLB, les NAPAP, les GARI, Action Directe. On a eu une série d'interrogations. Sauf que, durant toutes ces années, en tout cas jusqu'à 1989 et la chute du mur de Berlin, tous les terroristes étaient de la politique par d'autres moyens. C'est-à-dire que tout le monde commençait par une négociation sur l'indépendance, l'autonomie, la langue, la représentation, n'importe quoi, qui échouait. Et à ce moment-là, rapport de force avec l'État, mouvement de libération nationaux, création d'une force armée à l'intérieur du mouvement de libération nationale, attentat. À la fin de l'attentat, indépendance, autonomie, négociation. Tout le monde connaissait la règle. Le mur de Berlin s'effondre et il n'y a quasiment plus d'attentats en Europe, jusqu'au moment où apparaît un truc assez étrange, qui est inattendu, à l'occasion de la guerre civile algérienne, on va dire, issue des élections algériennes interrompues en cours de route, et où, en France, pour la première fois, un opérateur terroriste n'est pas un militant politique qui utilise la violence, mais un criminel qui passe au terrorisme. Khaled Kelkal. Et là, tout le monde est pris par surprise, car la définition du terroriste n'est plus seulement un problème de définition traditionnelle de ce qu'il est et de ce qui ne l'est pas, il y a toujours de la violence, c'est que le profil vient de changer aussi. Et quand tu as à la fois un changement
du concept et un changement du profil, tu es face à une évolution difficile. Or, le renseignement, c'est 3 cultures et 3 métiers. Première culture, l'espionnage. Ça, c'est facile, tout est bon à prendre. C'est le Dyson de la collecte de la donnée. Tu prends tout, il n'y a pas de question de temps, tu compiles et tu gardes. Ça peut toujours servir. Le contre-espionnage, là, c'est plus compliqué parce que tout est secret et tout est long. Tu prends le temps de récupérer les dernières informations, le dernier contact, la dernière boîte aux lettres, etc. Et tout est secret parce que tu remontes la filière. Donc, ça prend beaucoup de temps. Évidemment, personne ne doit le savoir, parce que s'il y en a un seul qui le sait, toute la filière disparaît avant l'interpellation. Et puis, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, tu tires et tu as tout pris. Et enfin, l'antiterrorisme, qui est arrivé tardivement, dans les années 70 seulement, sous l'impulsion de Raymond Marcellin, ministre de l'Intérieur, qui impose à la DST de mettre en place un outil antiterroriste, alors qu'elle ne le veut pas, qu'elle vient de sortir de la gestion de l'OS, où elle en a eu à peu près plus qu'il lui en fallait, et qu'elle voulait revenir à son fondamental, l'espion soviétique, qui est l'alpha et l'oméga d'un bon service de renseignement. Et dans les 3 métiers, tu as la collecte, ça nous n'avons jamais été aussi bons, on n'en a jamais fait autant. On est noyé par la donnée, l'information, les interceptions, on ne sait plus quoi en foutre. L'analyse, disons que nous n'avons pas beaucoup brillé pendant longtemps, même si ça va beaucoup mieux maintenant, et l'interception, l'action. Sujet dont on parle le moins et où, grosso modo, on a été meilleur, on a été pire, on est à un niveau acceptable. La difficulté, c'est que c'est le même service qui faisait contre-espionnage et antiterrorisme, temps long et temps court, et partage et secret, ce qui ne peut mécaniquement pas fonctionner. Le service a donc été rétif. Il s'est rebellé contre l'idée d'abandonner le cœur de métier, l'espion soviétique, pour aller s'occuper du breton, du basque, du corse, où ceux-là, on les connaissait, mais surtout de tous ces trucs qu'on ne savait pas d'où ça sortait, Khaled Kelkal dans un premier temps, ce qu'on croit devoir appeler Al-Qaïda dans un deuxième temps, et puis surtout l'État islamique dans un troisième temps. Et notre deuxième problème a été un deuxième problème tout aussi culturel que le premier, c'est de pouvoir dénommer l'adversaire. Nous sommes dans l'incapacité de donner un nom cohérent à l'ennemi. C'est impossible pour des raisons théologiques. Par exemple, nous disons Al-Qaïda. Alors, si je vous dis qu'Al-Qaïda est une organisation terroriste dont le chef est Ben Laden, vous vous demandez pourquoi j'ai été invité ici. Le journal vous suffit. Ces 3 informations sont fausses. Al-Qaïda s'est jamais appelé Al-Qaïda, ça n'a jamais été une organisation pyramidale et Ben Laden n'a jamais été le chef, ce qui est un peu ennuyeux. C'est-à-dire quand on ne sait pas qui est l'ennemi, on a du mal à le battre. Al-Qaïda s'appelle le Front international islamique de lutte, djihad, contre les juifs et les croisés. Alors vous noterez que c'est moins marketing, mais au moins c'est plus précis. Ça n'est pas une organisation, mais une nébuleuse, un conseil communautaire, une sorte de franchise, avec un Majlis Ashura, un conseil communautaire où personne n'est le chef de personne. Et Ben Laden n'en était pas le chef, il en était le porte-parole. Il était chef d'une des composantes, mais pas de l'ensemble du dispositif. Donc l'idée de tuer le numéro 2 ou le numéro 3 ou le numéro 1 de Al-Qaïda est très intéressante. Je connais de très nombreux numéros 3 qui ont été éliminés par le système sans que ça y change rien. Le numéro 2 est toujours là, Zawahiri, il est devenu numéro 1. Le numéro 1 a été éliminé et Al-Qaïda est toujours là. C'est donc que le problème n'est pas la pyramide, mais le cytoplasme, le cœur, plutôt que la tête. Et tant qu'on ne comprend pas ça, on n'arrive pas à s'en débarrasser. De la même manière, État islamique, dont une partie de l'appareil d'État n'arrive pas à dire le nom. Alors ils disent Daesh ou Daesh, pensant que c'est une lessive sans doute, alors même que ça s'appelle État islamique. Certes, l'acronyme arabe veut dire État islamique en arabe, État Daesh, donc on le dit en arabe plutôt qu'en français, parce que ça nous arrache la gueule de le dire alors que c'est son nom. Alors qu'on rajoute des qualificatifs méchants, autoproclamés, horribles, tout ce qu'on veut, il n'y a pas de problème. Mais donner un autre nom à quelqu'un pour ensuite essayer de le battre, ça ne marche pas. Donc nous avons une difficulté naturelle à intégrer les évolutions du process, et pour cela, il fallait passer vraiment à une vraie logique de l'antiterrorisme. L'antiterrorisme, c'est pas quand on arrête l'auteur d'un attentat, c'est quand il n'y a pas d'attentat. Donc ça nécessite d'être proactif, alors que nos systèmes policiers sont réactifs. Donc on est très très bon en police judiciaire. Après un attentat, on arrête à peu près tout le monde dans des délais relativement rapides, grâce aux bonnes vieilles méthodes de papa. Alors que pour l'antiterrorisme, on avait tout investi sur l'idée que l'inspecteur Google allait arrêter l'imam YouTube. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que l'inspecteur Google, il fonctionne selon les règles de la programmation préalable à l'action. Or, si l'acteur principal a totalement changé
entre acteurs politiques passant à la violence, acteurs théologiques souhaitant l'arrivée du royaume de Dieu sur terre, et acteurs multiformes, qui a tout changé dans la nature à la fois des profils et des modes opératoires, c'est-à-dire l'État islamique, ton système est toujours en retard d'une guerre. Et d'ailleurs, il est en retard d'une guerre, c'est-à-dire qu'il navigue entre Azincourt et Waterloo, ne sachant jamais à quel sein se vouer sur la capacité à anticiper le process. Pour anticiper le process, eh bien, il faut simplement engager et prendre en compte la nécessité analytique, c'est-à-dire le fait de comprendre ce qui se produit pour adapter la réponse policière et pas demander aux criminels de s'adapter à la police. Clemenceau a compris ça en 1900. Il est arrivé un beau matin très tôt au ministère de l'Intérieur, il n'y avait personne. Il a attendu avec l'impatience caractérisée qui est la sienne et les responsables de la police sont arrivés un peu tard, un peu surpris de voir leur ministre si tôt le matin, et il leur a fait expliquer ce qu'était la situation criminelle de la France, qui était catastrophique. Et à la fin de cet entretien, il dit « Si j'ai bien compris, messieurs, vous voudriez que messieurs les criminels veuillent bien s'adapter à ma police. Je vais donc faire l'inverse. » Il crée les Brigades du Tigre. En 3 ans, la question criminelle française est résolue. Donc, il y a toujours un moment où la réadaptation est nécessaire. Alors, elle a eu lieu parce que en 1988-89, sous la direction de Michel Rocard et de Rémy Pautrin, le premier plan de sécurité globale, de rénovation du renseignement a été mis en place. Alors, je n'étais qu'une petite main dans l'équipe de Michel Rocard, mais je l'ai vu fabriquer. Au bout de 20 ans, Nicolas Sarkozy a dit c'est exactement ça qu'il faut faire. Et 10 ans plus tard, un peu moins, Manuel Valls puis Bernard Cazeneuve ont enfin réalisé l'opération. Donc 30 ans, c'est la durée moyenne d'évolution du système étatique français. C'est lent, mais ça donne des résultats puisqu'on passe d'une demi-douzaine d'opérations antiterroristes proactives avant l'attentat de juillet 2016 à Nice à 10 fois plus depuis, c'est-à-dire avec un très grand nombre d'opérations qui n'ont pas eu lieu et d'opérateurs qui n'ont pas eu le temps ou la possibilité de commettre des attentats. Donc on peut parfaitement revisiter le management de l'antiterrorisme, d'abord en se rendant compte de ce que c'est, en assumant les évolutions et en s'adaptant à la réalité, c'est-à-dire passer du prêt-à-porter au sur-mesure. C'est limpide. Merci Alain Bauer.